Au nom du cercle psychanalytique, je suis très heureux d'accueillir un ami de longue date qui connaît bien le Maroc, un ami du Maroc, un ami aussi de la psychanalyse au Maroc. C'est très important de le dire parce que avec Olivier, donc Olivier a vu les étapes qui ont mené aujourd'hui au cercle psychanalytique, qui ont été d'abord une association de psychothérapie, puis la première association de psychanalyse qui était la Société psychanalytique marocaine, pour ensuite aujourd'hui, depuis 2009, l'existence du cercle psychanalytique. En plus, nous faisons partie d'un même réseau aujourd'hui, le réseau Espace Analytique, qui est un réseau international qui nous vaut aujourd'hui la présence des amis du Liban, de Géorgie, et peut-être que j'en oublie, peut-être qu'il y aura quelqu'un du Brésil, puisque tu as diffusé aussi dans le groupe Anthropologie. Donc voilà, alors donc tu es le bienvenu et je vais dire quand même quelques mots. La plupart des personnes te connaissent bien ici. Olivier Deauville est psychanalyste et il est très proche de l'anthropologie puisqu'il est membre d'honneur du Collège international psychanalyse et anthropologie. Et puis, tous ses travaux sur l'altérité, sur l'étranger, sur les migrants, ses voyages, ses multiples voyages et les témoignages qu'il a apportés sur les jeunes, sur les jeunes, sur les adolescents en errance, enfin tout ça fait que, je veux dire, c'est une personne, c'est un clinicien ouvert au monde grâce à cette dimension clinique et anthropologique. Et je dis toujours que les psychanalystes gagnent beaucoup à être proches des psychanalystes. Nous avons reçu antérieurement un anthropologue très proche de la psychanalyse, qui est David Le Breton, et aujourd'hui, nous recevons un psychanalyste qui est très proche de l'anthropologie. Parmi les livres que Olivier a publiés, il y a Les figures de l'autre, la Genèse et Guerre et trauma. Genèse, alors c'est autre chose, on parlera peut-être au niveau du trauma. Guerre et trauma, et puis, comme vous le savez sans doute pour la plupart, il dirige cette revue bien connue, une revue de référence qui est la revue Psychologie clinique. Donc, la question du traumatisme et reconstruction de l'altérité et du traumatisme est une question de grande actualité, voilà. Et je vais donner sans plus tarder la parole à notre cher Olivier. Marhaban Olivier, voilà, tu es au Maroc et partout, et les autres aussi sont bienvenus et heureux de faire connaissance avec tous ceux qui justement viennent pour la première fois et d'avoir l'occasion aussi voilà, d'échanger au niveau du cercle psychanalytique entre mes amis du cercle et vous venus d'horizons différents. À toi, cher Olivier. Ok, shukran, merci. Alors, je me suis intéressé à reconsidérer, en prenant appui sur mon expérience clinique, la notion de rêve traumatique. Voilà. Avec cette idée que, bien évidemment, tout ce que nous connaissons, à partir de la synthèse formidable que Freud a fait du colloque de Nuremberg de 1918, synthèse qui s'appelle Au-delà du principe de plaisir, donc je rappelle quand même qu'elle est nourrie en bonne part de l'apport de Ferenczi, Tosca, Simmel, Rivers, Rank et tous ces psychanalystes qui étaient sur le front de ce qu'on appelait les névroses de guerre. Au-delà du principe de plaisir est nourri de cette synthèse qui a lieu au colloque de Nuremberg en 1918, n'est-ce pas, et qui a eu deux prolongements. Un prolongement institutionnel qui est la création de l'Institut de Berlin, un sous-prolongement, si on veut dire, parce que ça n'a pas eu la même importance historique, je crois qu'humainement c'est très fort, qui est l'installation de la psychanalyse au dispensaire du Schloss Tegel par Simmel, n'est-ce pas, dont je rappelle par ailleurs que quand Freud souffrait trop du cancer de la mâchoire, il allait se reposer au Schloss Tegel, il était très proche de Simmel. Alors,
Il y a donc deux prolongements, un prolongement théorique, qu'on connaît très bien, qui nous fait voir la pulsion de mort, bien sûr, dans son aspect de destruction, mais aussi dans son aspect de répétition. Ce qui amène une discussion que je vais reprendre sur qu'est-ce que c'est que la répétition. Est-ce que la répétition, c'est le retour au même, ou l'introduction dans la variation sur un même motif d'une nuance qui peut me sembler capitale si on sait la saisir. Bon. Et puis, évidemment, le deuxième aspect, c'est la fondation institutionnelle. Alors, moi, je vais repartir d'un certain nombre d'expériences comme ça que j'ai traversées suite à la création que j'ai pu faire, accompagnée bien sûr par énormément de professionnels en formation déjà formés de très très grandes valeurs théoriques et humaines en Afrique. Voilà. Puisque j'ai monté le SAMU social à Bamako et que j'ai également participé grandement à la formation des équipes à Ouagadougou. Bon. Alors, je vais partir de là, pourquoi? Parce que si au départ, dans le démarrage qu'on avait en tête, Baba Coumaré, Xavier Manueli et moi-même, donc Baba Coumaré, c'est le grand professeur de psychiatrie du Mali qui a été formé antérieurement à Dakar chez Henri Collomb. Je trouve que moi aussi, courtement mais décisivement lors d'un stage. Xavier Manueli, on ne le présente pas, fondateur de Médecins sans frontières et fondateur de SAMU social international dont je suis administrateur, et puis ma pomme, il y avait cette idée de mettre en place des équipes qui avaient une compétence technique médicale, une compétence technique éducative, une compétence clinique, au niveau de la psychodynamique clinique. Bon, alors ça, c'est moi qui ai introduit ça. Et à destination des enfants errants. Bon, et des enfants au sens que l'ONU donne à ce terme d'enfants des rues, c'est-à-dire des mineurs. Il y a beaucoup, généralement, les ONG sont complètement adhésives à ce terme d'enfants des rues, n'est-ce pas? Et ne réalisent pas que c'est pas pareil d'avoir un gosse de 8 ans et un ado de 15, 16, 17 ans, enfin, un garçon ou une fille, mais ça, je n'ai pas le temps de développer. Grande fut ma surprise, toutefois, de rencontrer parmi ces enfants errants des rescapés, je ne sais pas comment le dire autrement, puisqu'on a commencé en 2000, des rescapés des guerres absolument intenses et meurtrières qui avaient ensanglanté et la Sierra Leone et le Libéria. C'est pour la plupart de familles maliennes immigrées là-bas et qui avaient dû fuir et qui, comme tous les étrangers, quand ils sont en situation d'exclus, avaient pris toute la violence de ces guerres absolument atroces. Elles sont des guerres sans déclaration de guerre, c'est la guerre civile, la guerre du tous contre tous ou du un contre un, avec la création d'unités combattantes désespérées, meurtrières et sporadiques. Alors, je vous emmène avec moi à Ouagadougou, si vous le voulez bien, et c'est en fin de journée, n'est-ce pas? J'étais à mon bureau en train d'écrire les notes de la maraude que j'avais fait toute la nuit précédente, et puis de la réunion de la journée. Voilà, je me préparais à goûter quelques repos que je n'ai jamais vraiment goûté là-bas. Je m'excuse, Olivier. Olivier, ouais. On me signale certains n'entendent pas bien. Est-ce que tu es sûr que ton micro est bien ou que tu n'es pas trop près ou... Est-ce que là, vous entendez mieux? Bon, je vais continuer comme ça. Si c'est le même problème, il faut que j'arrête ma caméra. Moi, je trouve que c'est mieux, déjà. Si tu trouves que c'est mieux, c'est formidable. Alors, je garde comme ça. Je trouve que c'est mieux que les autres qui ont fait la remarque me disent. Ah bon, alors c'est parfait. Alors, je continue. Bon. Oui, c'est mieux. Alors, un des éducs me dit, écoute, on nous a amenés, parce que c'est souvent comme ça, hein, les voisinages, etc., nous amènent au centre, un gosse, quoi. Alors, psychotique, bon, et pas plus psychotique qu'autre chose, enfin, un psychotique très agité. Alors, je vais voir, un psychotique très agité, j'en ai déjà parlé à mes amis de Géorgie, donc ils vont se retrouver en terrain de connaissance, mais j'ai ajouté d'autres choses depuis que je leur en ai parlé. Bon, il est effectivement très agité, très
à se rouler contre le sol, à vouloir bouffer de la terre, comme beaucoup de gosses. Il y a beaucoup de gosses veulent bouffer de la terre. Pas bien du tout, quoi. Et moi, je sais pas quoi faire. Vous imaginez bien, je sais faire quelque chose, moi. Alors, juste d'un expédient, je lui dis, il faudra peut-être, je propose de dessiner, parce que on va pas contempler un gosse qui se tord dans tous les sens et qui va se faire mal. Et j'amène un petit paquet de feuilles, comme ça, tranquillement. Et le môme, que j'ai appelé Ballan, il se saisit de ce paquet de feuilles, dans toute son épaisseur, l'écrase sur la terre, et avec le crayon à papier que j'ai tendu, il grave plutôt ce tas de feuilles, il le grave beaucoup plus qu'il ne le dessine, c'est une forme qui ressemble un peu à un ectoplasme, on va dire ça, comme ça. On tombe d'un ectoplasme, imaginez, bon, c'est assez brumeux, et il me dit, ça, c'est un fantôme. Bon. C'est un fantôme, et ça, tout de suite, il me le donne avec quelque chose de... Il me le donne en ne le lâchant pas. C'est-à-dire qu'il le met entre lui et moi. Voilà. Il a ses mains agrippées au bas de la feuille, mais au haut de la feuille, c'est pas le geste d'abandonner, c'est le geste de faire lien avec un autre de façon très physique. Voilà. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ces revenants? Alors bon, des mots de Bambara que je commence à connaître, il reste un vocabulaire extrêmement développé sur la mort. L'ancêtre, c'est pas le fantôme, c'est pas le revenant. Mourir humainement, c'est pas mourir comme un animal. Ils ont un vocabulaire pour l'anthropologue et le psychanalyste, l'anthropologue voilà, qui vibre en moi, le psychanalyste que j'essaye de rester. Tout, c'est pas de l'être, c'est de rester. C'est-à-dire, c'est du miel. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait du fantôme? Il me dit, le fantôme, je sais pas, il faut peut-être le mettre dans la tête. Bon. Alors là, je fais rentrer un tiers terme, ou pour le dire de façon beaucoup plus banale, je demande au jardinier qui est là de venir, et je dis au gosse, écoute, pour enterrer, il y a quelqu'un, c'est vraiment la spécialité. Voilà. Hein, nous sommes une équipe d'urgence, ça veut dire que celui qui sait faire, il le fait. Pour aider les autres, pour aider le collectif. Celui qui sait faire, il le fait. Donc, comme sur un bateau. Donc, ce que je dis aux gamins, c'est notre jardinier va enterrer. Il a l'habitude d'enterrer les ignames, il a l'habitude d'enterrer l'arachide, tout ça. Il va enterrer le truc. Alors, on enterre le dessin. Et c'est le jardinier qui creuse avec une petite binette, qui enterre le dessin, qui tasse la terre. Le gosse va tasser la terre aussi, mais avec ses pieds, ce qui est assez étrange, mais on y reviendra. Et ensuite, je dis, tu sais, m'adressant à Ballan, je dis, tu sais que quand on enterre quelque chose, euh, si c'est un jardinier qui le fait, il n'enterre pas, il plante. Il plante une graine qui va donner quelque chose. Alors, je dis à Ballan, tu vois, si j'ai demandé au jardinier de le faire, c'est parce que c'est son boulot de mettre en terre quelque chose qui va se développer. Alors, qu'est-ce qui va se développer? Et là, Ballan, qui est sans doute pour être psychanalyste, là, il l'était, il dit, ce qui va se développer, c'est le fait que je peux te parler, que je peux rêver. Alors là, Banco, c'était formidable. Bon. Et ensuite, je lui dis, tu veux faire d'autres dessins? Il me dit, oui, bon, c'est bien. Un petit dessin, comme ça, un petit dessin. Alors qu'il n'a pas utilisé le terme de dessin pour le revenant enterré au sol. Alors ça, c'est autre chose. C'est comme un espèce de modelage qui est enterré. Un petit dessin de ce que je veux faire plus tard. Donc, je lui dis, je vais reprendre des feuilles. Il fait, non, 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 ça se fera dans ton bureau. Alors, on va dans le bureau, puis il me décide un car, enfin, un petit transport collectif, parce que ça l'intéresse plus tard. Bon. Alors, on pourrait penser que tout va bien. Eh bien, non, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien, pourquoi? Pour deux raisons. C'est parce que Balland, dans le centre, a des espèces d'automatismes moteurs, comme on le dit d'un ton savant, quand on ne comprend pas trop ce qui se passe, à savoir qu'ils se jettent au sol ou qu'ils foncent tête baissée. Et dans le même temps, il est en quelque sorte dans une espèce d'anesthésie. On a l'impression qu'il ne suit les rythmes du collectif que entraîné par une espèce de mécanique horaire, mais que pour lui, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'anticipation.
il doit suivre le mouvement. Le terme qui me vient, c'est qu'il est ballotté. Mais vraiment, c'est inquiétant, ces mouvements qu'il a. Bon. Et de plus en plus, il se jette par terre. Voilà. Ça m'a évoqué quelqu'un de très traumatisé, une femme que j'ai vue il y a longtemps, à la consultation de Claude Boukobza. Claude Boukobza avait une consultation à Saint-Denis avec les mamans africaines. Elle me disait, viens nous donner un petit coup de main. En fait, j'ai appris beaucoup plus sans doute que ce que j'ai pu leur apprendre, mais on s'entendait fort bien. Et j'ai beaucoup d'émotions à citer Claude Boukobza, qui a été pour moi une présence extrêmement amicale, chaleureuse, pourtant aussi gelée. Et quelqu'un qui m'a fait passer quelque chose de la psychanalyse, incontestablement, c'est Claude Boukobza. Il était de ce monde que, bien évidemment, je l'aurais choisi dans mon jury à Espace Analytique. Et dans ces consultations, j'avais été frappé par une dame africaine qui avait vu, et curieusement, cette même situation a été évoquée aux journées de Tisler il n'y a pas longtemps, mais ce n'est pas la même personne, bien sûr, qui avait vu des gens se faire descendre à coups de mitraillette devant elle, et qui, je reviens à la consultation de Claude, se jetaient au sol. Voilà. Et on se demandait à quelques-uns si c'était au fond une tentative de suicide, parce qu'elle avait aussi essayé de se jeter par terre dans la rue, etc. Et j'avais valorisé, sans que j'en sois certain à 1000%, bien évidemment, pas certain, mais j'avais proposé une autre hypothèse qui était la suivante, qu'elle se jetait au sol parce qu'elle avait vu des corps foudroyés qui tombaient au sol. Et que, loin de constituer purement et simplement une tentative de destruction, fallait-il penser que c'était peut-être la répétition de la dernière scène traumatique avant son évanouissement à elle, de sujet, puisqu'elle s'était évanouie. Eh bien, l'homme avait remis, que je vis bien après, enfin quelques années après, parce que tout ça n'est pas tout à fait de fraîche date, mais j'ai d'autres choses plus fraîches, je vous parlerai peut-être. L'homme m'avait remis cette idée en tête, que les gestes que fait le traumatisé, ce sont des gestes d'appropriation de la catastrophe qui touche le corps de l'autre. Ce que Ferenczi avait déjà noté, c'est pas très neuf, mais ça m'amène à penser, premièrement, que ces automatismes moteurs ne sont pas nécessairement au service de la pulsion nord, mais une espèce de remémoration sans parole qui passe par les agirs, les tensions et les jetés du corps. Au reste, il me revient une phrase de Pierre-Philippe Dard dans Humain Inhumain qui insiste pour dire, et là je suis évidemment en accord avec cela, que le traumatisme, on ne s'en sort pas nécessairement par un récit, mais on s'en sort aussi par l'hallucination, le cauchemar, le délire, etc. Maintenant, je propose quelque chose de plus, ou d'autre, qui est que nous ne pouvons pas considérer tous ces mouvements moteurs, très violents, comme s'ils se produisaient dans un espace communément partagé, c'est-à-dire dans un espace euclidien. Pour entendre ce que dit Balland rétrospectivement, donc ce qu'il m'a appris rétrospectivement, des angoisses qui l'assaillaient mécaniquement, il n'y avait pas ce ressenti d'une peur, plutôt une angoisse qui trouvait tout de suite sa décharge motrice. Il était dans un espace où tout pouvait l'absorber. Il était dans un espace vertigineux, y compris un espace où les objets pouvaient se révéler comme centre dévorant et ouvrir dans cette entre-dévoration, devenir des surfaces traversables et ouvrir à ce moment-là comme des gouffres, comme des falaises, comme des vertiges. On pourrait considérer froidement les choses, nous avons parfois besoin de considérer froidement les choses, n'est-ce pas, en disant c'est un espace topologique. Oui, d'accord, c'est un espace topologique, mais pas que. Il y a dans le traumatisme, et au moment où le sujet répète la dernière image d'avant le blackout,
Il y a dans le traumatisme une catastrophe topologique. Ça, je n'ai pas trouvé dans le texte de Ferenczi, mais j'ai trouvé autre chose. C'est-à-dire que ce gosse ballon qui court en avant donne non seulement l'impression de s'agiter dans l'espace qui contient nos présences et qui est bordé par nos rythmes, mais donne l'impression de nous traverser. J'étais très surpris, par exemple, de voir, quand bien même le déplacement de balance faisait de la gauche à la droite, que les gens qui étaient, pas des spectateurs, qui étaient très actifs et très attentifs, c'était des infirmiers absolument extraordinaires que j'ai là-bas, se touchaient là comme s'ils avaient été touchés de plein fouet par ce corps qui se projetait dans une lignée où il n'était pas eux le point de fuite de cette ligne. Hein, le gosse se déplaçant de gauche à droite et vous étant en quelque sorte dans un autre plan. Il y a un moment où le sujet est comme pris dans une catastrophe topologique, en quelque sorte, où, me dira plus tard Balland, comme me diront quelques autres sujets qui ont souvent été affrontés à la guerre, c'est-à-dire à la mauvaiseté de l'autre. Hein, qui n'arrête pas de passer dans des catastrophes d'espace que Frédéric Vidot a développé à sa façon, très borroméenne, je n'irai pas jusque-là, mais c'est pas grave, il a fait quelque chose d'intéressant, Frédéric. Dans des espaces où parfois le monde est réduit à des platitudes qui tombent sur le sujet. Un petit peu comme tout ce qui nous entourait n'était qu'une succession de plans fixes qui se casseraient la gueule sur nous. Et où parfois, eh bien, c'est un espace qui n'a pas de lieu, qui ne donne pas lieu, un espace en totale mutation, où tout n'est que surface ou trou, gouffre au-delà du représentable. Et le sujet doit passer par un vide, mais c'est un vide qui n'est pas bordé encore. Il veut absolument s'engloutir dans le vide. D'où parfois toute une reprise chez ces enfants, et Balland en quelque sorte exemplaire, c'est une anthologie à lui tout seul, mais enfin il n'y a pas que Balland, d'où tout un problème autour de la bouche. On leur donne à manger, ils acceptent, et il y a du recrache. Donc il y a quelque chose d'une mécanisation du corps qui ne recrée pas encore une cartographie libidinale du corps où les trous de l'organisme accordent, disait Lacan, leur faveur à la pulsion. Bon. Et puis, il y a une perte totale de la tonicité, bon, ce qui étonne tout le monde, vous avez compris, bien sûr. Ce qui étonne tout le monde, et ce môme, après tout, on nourrit bien, il dort à peu près, il rêve beaucoup, il crie la nuit. Là, j'ai regretté qu'on n'avait pas prévu ça tout de suite. Enfin, bon, ça. Il y a cette perte de la tonicité qui me semble importante. Du reste, je ne vois pas comment on pourrait avoir beaucoup de tonicité dans un espace auto-absorbant. Mais si j'écoute ce que Balland me dit, Balland ne ressent pas son corps. Il ne ressent pas. C'est-à-dire que l'atonie musculaire va avec une perte de la saisie, on va dire de la vision mentale, des sensations et des rythmes de l'intérieur du corps. Alors, dire que la santé, c'est le science des organes, pour moi, c'est une connerie absolue. Hein. Pas du tout. Il y a en nous toujours une perception très, très active, même si c'est à bas bruit. On n'en sait pas grand-chose. C'est un inconscient, c'est pas encore un inconscient freudien, mais une perception du fait que notre corps n'arrête pas de nous envoyer des sensations et des rythmes. Voilà. Et je pense que cette grande catégorie de la perte de la vision mentale telle qu'elle fut introduite en psychiatrie, enfin, à l'époque on disait les aliénistes, par les travaux convergents solidaires de Cotard-Régis et Segla, cette notion de perte de la vision mentale ne peut pas simplement être réindexée au registre de la perception. Elle ne peut pas être simplement indexée au registre de l'hallucination négative.
mais doit être, selon moi, parce que sinon j'y comprends plus rien, étendu et que l'on pourrait presque parler, petite fantaisie peut-être, une petite coquetterie, mais enfin moi ça me sert, d'une perte de la vision mentale des sensations et des rythmes de l'intérieur du corps. D'autre part, ben non, lorsqu'il y a des ateliers avec des percussions, dans un atelier dont tout le monde raffole, moi y compris bien sûr, qu'est-ce que j'aime être à contretemps sur les tambours, ça fait rigoler tout le monde, et quand je suis bien dans le tempo, alors là franchement, j'ai l'impression d'avoir gagné des jalons. Mais enfin, c'est assez rare. Bon. Et j'insiste pour que les prénoms des enfants soient rythmés. Parce que moi, je lui dis non, mais en fait, quand il y a un atelier de djembé, c'est pas non, etc. Plus du reste, c'est rythmé, plus je vois que cet enfant qui avait, jeune adolescent, qui avait enterré le revenant avec ses pieds, se met quand même à bam, 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 rythmer sa marche sur le sol. Bon. Mais, me dit-il, un moment où ça va bien, un moment où le soir venant, on discute un petit peu. Alors, je me prépare au maraud de la soirée et de la nuit. Au maraud, c'est on va voir dans la rue ce qui se passe à pas d'heure. Mais, me dit-il, de façon dépourvue d'une angoisse manifeste, mais pourquoi vous vous occupez de moi puisque je suis mort? Alors, imaginez quand vous avez ce gosse qui vous dit ça, vous êtes quand même scotché. C'est des choses qui scotché. Alors après, j'ai lu des études de l'UNICEF, parfois du bon boulot, hein. Ils disent que c'est vrai pour la plupart des enfants des rues qui sont morts. Enfin, il faudrait voir. Moi, j'essaie de creuser ce truc-là. Enfin, quand il m'a dit mais pourquoi tu t'occupes de moi puisque je suis mort, il dit spontanément, alors surtout mon côté freudo-phérencien, comme ça, un peu acharné, un peu omnibuleux, et spontanément, les morts ne rêvent pas. Et toi, tu rêves, je sais que tu rêves, parce que tu cries la nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans tes rêves? Là, il est très, très intrigué par ça. Il dit, mes rêves, ça m'intrigue. Mes rêves, ça m'angoisse. Mes rêves, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces rêves? Ben, il se passe qu'il y a d'abord des éblouissements, d'immenses cris, des taches rouges, une espèce de synesthésie. La synesthésie, c'est que du même jet, on voit une couleur et un son. C'était très bien étudié par Hermine von Helmut en 1912 dans son texte sur Entendre les couleurs, qui est un texte remarquable, c'est ce qu'elle a fait de mieux. Vous savez qu'Hermine von Helmut, c'est la femme avec qui Freud avait confié la rubrique les états d'âme de l'enfant dans la revue Imago, et elle fait quelque chose sur la synesthésie qui est absolument remarquable. Mis en fureur Blogler, enfin, bon, je vais pas y revenir. Je m'attarde là-dessus parce que je lui dis, mais au fond, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette tache rouge? Il dit, ben, tu sais, c'est bien sûr le sang. Je ne sais pas son histoire. Quand on essaie de parler de son histoire, c'est silence radio. Il faut commencer par les rêves. Il me dit, oui, bien sûr, c'est le sang, c'est le sang d'un de ses deux parents. Oui, enfin, sa mère, enfin, qui a été effectivement flingué sous les yeux. Donc, on n'est pas dans un registre bucolique, hein, du tout, du tout. Alors en somme, je vois dans les gestes automatiques, il y a des souvenirs traumatiques qui ne font pas narration, du registre de l'automatisme moteur, hein, et des éblouissements synesthésiques qui sont les préludes de rêve. Et là, je suis admiratif de la capacité qu'a ce jeune, je suis vraiment admiratif. Et moi, il m'épate. De ne pas se réveiller ou de ne plus se réveiller. Il dit, mais ça ne me réveille plus. Ne plus se réveiller. Et ces images qui viennent effectivement comme une espèce de menace automatique. Et il continue à parler du fait qu'il est dans des univers qu'il maintienne comme s'il marchait sur des sables mouvants. Et que partout, pas uniquement sur le sol. Et après tout,
si l'espace se referme sur lui, il peut également l'absorber, que partout s'ouvrent des failles qui ne sont pas seulement, comment dire, des accidents, comme quand vous êtes dans une grande montagne, vous faites un peu d'alpinisme, même de randonnée, passer par des corridors comme ça, à ciel ouvert, qui enserrent des flancs de montagne. Bon, faites gaffe quand même, plutôt vous rapprocher du flanc de la montagne. Mais c'est même pas ça, c'est que ces failles ont un aspect actif d'absorption, d'aspiration. Et puis, ce qui le réveille, où il crie, c'est qu'il entend son nom prononcé par une espèce de voix qui le cloue au sol, comme s'il était mort. J'entends mon nom, bah non, et c'est comme si j'allais mourir. Et c'est important, mais quand tu te réveilles et que tu es avec nous, à l'atelier batterie, etc., quand tu as enterré, toujours ne pas oublier les premiers mots, les premiers gestes. Quand tu as enterré ce revenant, tu as fait quelque chose avec tes pieds, tu t'es assuré que le sol te soutenait. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Et un peu, je le vois très, très intéressé, en quelque sorte, à... je trouve un peu mes notes, que j'en ai pas grand besoin, finalement. Je vois très intéressé à parler de cette expérience du sol. Pas. Et là, je dis à mes copains géorgiens, vous avez beaucoup de chance de travailler avec nous, Catherine Savard et moi, évidemment, mais vous avez aussi beaucoup de chance de travailler avec des psychomotes, des psychomotriciens. Bon. Mais tout ça se passe en l'espace, tout ça se passe dans le laps de temps, pardon, d'à peine une semaine. Vous voyez, ça va très, très, très vite. Moi, je prends un temps, j'aime bien tout ça détailler. L'âge venant, on vient en annonce, mais ça va très vite. Bon. Et puis, je lui dis, écoute, cette nuit, tu vas dormir. Cette nuit, bien sûr, tu vas faire le même rêve, mais tu ne feras pas que le même rêve. Je lui donne une dose comme ça de suggestion. Il va se passer quelque chose, et tu vas continuer à rêver. Bon. Ça ne manque pas, hein. Le lendemain, il me dit, il y a eu deux voix. Il y a eu deux voix. Il y a la voix qui me cloue au sol, c'est l'expression que de moi, mais comment il dit du ballon? Il dit, il y a la voix qui me colle au sol. Colle, j'entends pas ce qu'il colle comme si son corps n'était plus qu'une espèce de pellicule, pas de lamelle, mais qui ne recouvre que le sol, c'est-à-dire là où on communique avec les morts. Pas la lamelle libidinale qui tombe sur le corps vivant, pour que les orifices accordent leur faveur à la pulsion. Bon. Et à côté de cette voix qui me colle au sol, il y a une deuxième voix qui m'appelle. Il y a une voix qui m'appelle. Bon, non, ça peut évoquer les sirènes, etc. Et cette voix qui m'appelle, à la différence des sirènes, la mère Apollonios de Rhodes, vous verrez très bien ce que c'est que la voix des sirènes, cette voix qui m'appelle, elle me fait me lever. Donc il y a une espèce de double voix, et je travaille sur cette double voix. Est-ce que tu peux me montrer? Je ne demande pas de dessiner parce que je pense que c'est indessinable. Mais est-ce que tu peux me montrer comment est ton corps, comment tu te sens dans la première et la deuxième fois? Et ça, il n'y a pas de problème. Voilà l'érection d'un corps qui prend assise sur lui-même. Bon. Et je lui dis, mais maintenant, si ces voix, c'était les voix de quelqu'un, alors pas de problème. Parce qu'il a sa cohérence traditionnelle qui en vaut bien d'autres, hein, qui en vaut bien d'autres. Pas de problème. Une fois que la voix s'est dédoublée, il peut l'identifier. Avant, il ne pouvait pas. Une fois que la voix s'est dédoublée, la première voix, c'est la voix du mauvais ancêtre. Je dis, écoute, est-ce que c'est la voix du fantôme? Il fait oui, c'est la voix du fantôme. On continue dans la métaphore potagère, parce qu'il a la main verte d'une certaine façon. Des fois, quand ça pousse, il y a une mauvaise herbe, mais la bonne graine, elle va pousser. Et la bonne graine, c'est l'autre voie. C'est quoi cette voie? Je ne sais pas.
Je sais pas, c'est peut-être ta voix, c'est peut-être la mienne, c'est peut-être la voix, je sais pas, c'est une voix gentille, c'est une voix chaude, c'est une voix extraordinaire, bénéfique, on va dire extraordinaire. Et au fond, là, on voit, d'une part, le transfert, parce qu'à un certain moment, c'est pas de la civilité seulement, ils ont tellement vécu qu'ils n'ont pas besoin de faire des câlineries inutiles. Il dit, ça peut être ta voix. Ça peut être ta voix, et ça peut être ton rire. Parce que tout ce que je vous raconte est atroce, mais dans la réalité du boulot, avec les copains africains, on se marre souvent. Voilà. Ça peut être ton rire. Et puis il me dit aussi, peut-être que la première voix, c'est la voix du fantôme, et que la deuxième voix, c'est la voix d'un bon ancêtre. Alors ça, c'est intéressant. C'est quoi cette double ancestralité? Alors on continue là-dessus. Ce ne sont plus les mauvais esprits qui font vivre cette voix. Voilà. Pour lui, les soldats d'occasion, mais non pas d'opérette, qui ont tué ses parents, un des deux, c'est comme ça, je trouve, pouvaient être animés. Hein. Vous savez ce que c'est que les bataillons de guerriers en Afrique, toujours au nom de l'ancêtre, il faut venger, venger, venger. Bon. J'ai écrit tout ça dans Guerre et Trauma, c'est pas encore trop démodé ce que j'ai pu blablater de cette affaire. Alors, ce qui peut sans doute être intéressant, mais à part le fait que cette petite notation clinique, après tout, est assez saisissante, enfin bon, pas là pour faire de l'effet. Ce qui est assez extraordinaire, quand même, c'est qu'on passe d'un univers où des perceptions sensorielles affectent la vue et l'ouïe à un univers où il y a une adresse à l'autre et une adresse de l'autre. Et ça se passe par une scission de l'objet vocal qui introduit, au-delà du représentable, un passage où le sujet doit passer pour surmonter, au fond, cette voix de l'autre qui le colle au sol. Bon. Alors, que vous raconter d'autre? On va prendre un peu de distance, évidemment, avec Balland, qui maintenant, aux dernières nouvelles que j'ai pu avoir, allait bien, bon, hein, qui a trouvé un petit boulot dans un garage, qui se dépatouille, qui vient de temps en temps voir l'équipe, mais qui, c'est bien normal, éprouve le besoin de prendre du champ. J'aurais comme ça plusieurs notations rapides à vous proposer. Si l'on, comme le fait mon ami Bernard Duès, par exemple, si on essaye de relire la prolifération des thèses freudiennes sur le traumatisme, il n'y a pas qu'une, quelque chose insiste, c'est que le trauma, c'est la confusion. La confusion du mort et du vif, la confusion du dedans et du dehors, et j'ajouterais que cette confusion, c'est des confusions d'espace, n'est-ce pas, qui sont assez fatigantes également pour le psychanalyste ou pour le thérapeute. Il y a une façon d'imaginaire fait d'images fixes tournoyantes dans lequel ne se loge pas davantage qu'on ne le traverse. Il y a une dimension de vertige où partout, là où on pourrait trouver support, s'ouvre la menace d'une faille qui engloutit, et une dimension de perspective. Bon. Alors, je me suis intéressé au fait que l'évolution du rêve, qui vient scissionner l'objet vocal et interroger comme ça ce que j'ai appelé leur commodité, sans doute approximative, les figures de l'autre, il m'a semblé que les rêves permettaient au sujet, c'est une cicatrice, quoi, qui permet au sujet d'habiter ces espèces d'affolement de l'espace. Et il m'a semblé tout à fait intéressant que cette voix qui appelle ne commande pas. La voix qui cloue au sol, c'est une voix qui dit « tu n'es que ça ». Tu n'es que ça.
Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'accroche. Il n'y a pas d'accroche, il y a une condamnation, comme dirait Blanchot, un arrêt de mort. Et que la voix qui appelle, c'est une voix qui hisse le sujet, qui fait tenir dans sa consistance, dans son rythme, mais qui a un effet de ravissement. C'est-à-dire que c'est entendu par Balland comme une voix qui non seulement apaise, mais qui crée une façon d'expérience esthétique. Comme par exemple, si vous avez un air que vous aimez, chanté par un chanteur ou une chanteuse, à la voix de laquelle ou duquel vous êtes particulièrement sensible, vous avez tendance à le faire tourner en boucle, et ce n'est pas une répétition liée à la pulsion de mort. Une répétition parce que cette répétition, qui ne vise pas à l'effacement, qui ne vise pas à la rupture de lien, qui ne vise pas l'extinction par usure, qui n'est pas cette expression de la pulsion de mort qui accomplit son travail sans qu'on s'en aperçoive, disait Freud, plutôt une répétition qui vise à l'inscription, à la création de liens et à l'exhaustion du sujet de la catastrophe topologique vers une expérience qui est une expérience, peut-être un trognon, mais ô combien précieux, d'expérience de ravissement esthétique qui accueille quelque chose de l'essence même de l'être, porté par la battue de ses pas, porté par la dignité de ses gestes, l'essence même de l'être qui est un être pour l'inconnu, un être pour le désir. Ce n'est pas l'identité qui nous donne notre essence, c'est le désir. Voilà. En quoi la psychanalyse a prolongé Spinoza au pays de la neurologie, puis après au pays de la linguistique. Bon. Évidemment, je vous prends quand même deux, trois bricoles. Bon. La première de ces bricoles, si j'ose dire, c'est que l'exhaustion, la sortie du trauma est à faire avec quelque chose qui serait comme un voilement. C'est quelque chose comme un voilement de traumatisme généralement cumulatif, transgénérationnel. Balland, je n'ai pas eu le temps de faire ce boulot, d'abord parce que je suis retourné travailler à Paris. Voilà, c'était mes vacances. Les vacances de Deauville, c'était ça. Ça n'a pas tellement changé depuis que je suis en retraite. C'est un mensonge. La retraite est un mensonge. Donc vous ne vouliez pas à partir en retraite, c'est un mensonge, vous serez encore plus assommé de boulot. Bon, mais avec d'autres patients que j'ai pu avoir dans mon cabinet privé, privé de quoi on a des traumatismes cumulatifs. On a des générations, 2-3 générations de gens qui ont été traumatisés. Mais ça ne suffit pas de dire ça. Alors moi, j'ai travaillé à 4 reprises avec des descendants du génocide de Khmer, le Khmer rouge, et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'ils me parlaient tous de génération des camps de la mort. Et à chaque fois, je leur disais que ces termes ne me semblaient pas très bons. Parce qu'il y a un effet des camps de la mort dans la génération, mais dans les camps de la mort, il y a plusieurs générations. Parler de génération des camps, c'est une façon de massifier le tout. Donc, est-ce que l'on peut parler d'un meurtre de masse en utilisant une catégorie comme génération des camps, qui est une catégorie massifiante? Je pense utile, quand on reçoit un sujet polytraumatisé, de reconstituer quelque chose qui fait qu'il y a tous, les parents, les grands-parents peuvent avoir un rapport au trauma, mais ce n'est pas le même rapport. Voilà. Que deuxièmement, dans toutes ces histoires traumatiques, je veux dire, il y a aussi quelqu'un qui a voulu s'en sortir, il y a aussi quelqu'un qui s'est affranchi de la destruction. Moi, j'avais rencontré à Villévrard une jeune patiente, mère, et c'est une anorexie. C'est pas bon. Qui avait fait une bouffée délirante aiguë suite à l'accouchement d'une de ses voisines qui s'occupait d'elle pas comme une sœur, vraiment comme une mère. Bon. Je n'ai pas le temps de dépliquer tout. Mais moi, ce qu'elle me disait, confondant les générations, et je n'ai pas essayé d'abord qu'elle
distincte de génération, puisque ce sur quoi sa parole prenait appui, c'est sur une confusion de génération. Après, on a déplié. On est un entretien de 2h30. Ça, moi-même, j'avais un chef de service qui ne nous disait pas les entretiens, c'est prescrit par le Toubib et c'est 20 minutes. Non, moi, si j'ai besoin de mon après-midi avec quelqu'un, je le prends. Bon, j'ai un peu tapé du poing sur la table au début, mais enfin, franchement, j'ai quand même été avec des gens très, très compréhensifs, avertis de la psychanalyse. Bon. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Et son histoire était fortement intéressante, puisque, au fond, et là, il faudrait que parce qu'elle est tellement confuse que j'ai toujours besoin de regarder mes notes. Donc, il faut que je les trouve. Voilà. Que dans son histoire, sa grand-tante était un tout petit bébé. Voilà. Tout petit bébé. Voilà. Et que les parents de ce tout petit bébé, donc, en fait, que je dis, étaient persuadés que cet enfant allait mourir, c'est le cas, il était en fort mauvaise santé, tout petit, quelques mois, et lui avait donné le nom de monstre. Donc, elle commence à pleurer en me disant, c'était pas un monstre, c'était un enfant. Je dis, écoutez, moi, ce que je sais de votre culture bouddhiste, parce que vous êtes bouddhiste, je sais, quand vous me parlez de monstre, je sais que vous êtes bouddhiste, oui. Bon, ce que je sais de votre culture bouddhiste, c'est que dans le bouddhisme khmer, c'est pas exactement pareil chez les Chinois, par exemple, ou les Tibétains. Quand un enfant va mourir, on dit qu'il est un monstre, non pas parce qu'on pense qu'il est un monstre, mais parce qu'on se dit que si les esprits entendent que c'est un monstre, ils ne vont pas aller le capturer. Donc, moi, je fais le pari que cette gamine a été traitée de monstre, non pas parce que c'était un monstre, mais parce qu'il fallait leurrer les mauvais esprits. Il fallait ruser. Il fallait leur mentir. Il y a une espèce, ce terme de monstre, c'est l'effet d'un mensonge primordial pour sauver l'au-delà de la vie de cet enfant. Après, on peut discuter, je lui dis, après, on peut discuter si on ne croit pas à l'au-delà, etc. Je dis, moi, voilà comment ça marche. Bon, je ne vous dis pas les suites de cette affaire. Les suites de cette affaire, c'est qu'elle, alors qu'elle était complètement dans la confusion, elle disait, moi aussi j'étais dans l'écran, etc., c'est pas possible. Bon. Tout d'un coup, elle récite, un peu comme, pas comme on dirait, qui sont les parents, les grands-parents, quand on remplit des visas pour tel et tel pays, très, très jaloux de savoir tout notre état civil, mais elle récite comme un mantra, tout, avec une précision horlogère, toutes les générations sur 4 ou 5 générations. Bon, ça, c'est un des privilèges de la culture orale, c'est qu'on peut remonter à 4-5 générations, et la culture écrite, vous avez un peu de mal. Bon. Et elle me dit, mais il y a quand même quelqu'un qui a quitté les camps, puisque il y a eu dans la famille un boat people qui est arrivé en France, etc., etc., etc. Bon. 2h30, comme ça. Vous savez, on n'a pas le sentiment que le temps passe. Si, on a le sentiment que le temps passe, mais il ne pèse pas. Il passe. Il y a du temps, il y a de la temporalité qui passe dans un temps qui ne pèse pas. Bon. Et je termine par un vide. Il y a plus désopilant que ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoutez, je ne crois pas que vous soyez anorexique, mais je pense que dans votre histoire, il y a beaucoup de gens qui sont morts de faim. Bon. Je lui ai dit, on se retrouvera dans 2 jours, etc. Au revoir, je vous accompagne dans le hall, etc. Bon, j'ai quand même été assez satisfait de voir, au moment où je quittais le pavillon le pavillon du 10e secteur de l'hôpital psychiatrique de Villévrard, etc., que les infirmiers avaient tout à fait compris que, plus anorexique que moi, je ne suis pas très anorexique, je suis un anorexique non pratiquant, mais elle était en train de manger un énorme sandwich. Voilà, si vous voulez, moi, j'ai guéri une anorexique, mais je le mérite puisque anorexique, elle ne l'était pas. Donc, moi, il me semble important que lorsque l'on travaille avec des personnes dites traumatisées, avec des traumatismes cumulatifs, comme on le dit un peu trop vite, de rappeler que dans leur généalogie,
certains ont pu répondre au traumatisme par une révolte, par une colère, par un refus, par un mensonge, par une fuite, par un non. Et ça, je trouve que c'est tout à fait important. Alors, l'autre point que je voulais dire, c'est qu'également, quand on a affaire à quelqu'un de très traumatisé, on est pris dans un emballement. Je vais essayer de parler un petit peu de ce qui se passe du côté du psy, psychanalyste. Ce n'est pas des psychanalystes standards. Bon, voilà, je ne pense pas que. Il faut de la psychanalyse pour entendre les choses. Nous sommes pris dans des emballements. Dire que quand nous avons en face de nous des gens qui disent qu'ils sont morts, ou des gens qui disent qu'ils sont des monstres, il y a quelque chose en nous qui veut tout de suite les contredire. Eh bien, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Bon. En fait, on les contredit non pas parce qu'on veut faire un dialogue avec eux. Il peut y avoir des dialogues très thérapeutiques. Hein. Pendant les 2 heures et demie avec ma patiente mère, vous n'imaginez pas que j'ai fait 2 heures et demie de poisson surgelé. C'est assez rare que ça m'arrive, mais là, vraiment, il ne fallait pas. Donc, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je suis en train de raconter qu'on essaye on essaye de surmonter une angoisse en nous. Voilà. Qui est une angoisse qui pourra après s'établir si on discute avec son contrôleur ou avec ses collègues, comme angoisse de castration, angoisse de mort, etc., qui pourra se romancer dans les canons des grands récits de nos théories. Heureusement qu'il y a des grands récits dans nos théories. Il n'y a pas de théorie sans grand récit. La physique, le Big Bang, c'est un grand récit. Personne n'y croit. Aucun physicien sérieux va croire au Big Bang. Bon. Donc, c'est une construction proto-historique. Et nous avons besoin de ces récits parce que l'angoisse qu'il y a chez nous, elle vient du fait que nous sommes assignés à un lieu où nous ne sommes pas. Quand on écoute ces histoires-là, quand on écoute ces récits, pris dans la turbulence des corps, mais une turbulence atone, eh bien, c'est un lieu où nous ne sommes pas. Un lieu où nous ne nous reconnaissons pas. C'est un lieu où nous ne pouvons pas camper. C'est un lieu qui, à chaque fois, nous absorbe et nous vomit. Ce n'est pas que le traumatisé, comme le disait mon très regretté ami Alain Didier-Veil, fait un trou chez l'autre. C'est que sa catastrophe topologique nous affecte. De sorte qu'effectivement, cette position insupportable, ben, nous sommes comme ballants. Nous avons besoin d'un éclat esthétique pour nous en sortir. Hein. Bien, quand j'écoute quelqu'un de très traumatisé, moi, je n'ai pas du tout envie d'autre chose que d'écouter des crépitements esthétiques. Hein. Comme je disais à Duez et d'autres, les vibrations, pas les vibratos, pardon, de symboles d'un Max Roach, le cri magnifié en appel de Lugavelic, par exemple, ou de voir ces états étranges des corps de ces petits personnages à peine formés et déjà rigolards que Tanguy établit sur le sol de ces toits. Parce que nous sommes aussi dans un affolement associatif maniaque. Et une des conséquences, peut-être, je trouve pas très bonne, de cet affolement associatif maniaque, c'est que nous voudrions un idéal de transparence. Nous voudrions tout d'un coup que la personne traumatisée nous raconte tout, et peut-être que, au fond, on s'en sort du traumatisme aussi en créant du secret, c'est pas du non-dit, mais on sort du traumatisme en ayant plusieurs lieux, plusieurs places. On peut poser ses souvenirs et ses rêves. Peut-être pas du tout évident que tout doive se dire à la même personne. Et je crois très très cruel l'idéal d'exhaustivité et de transparence, qui est notre propre défense devant l'affolement maniaque que nous ressentons en face de personnes très traumatisées. On se sort du traumatisme par la confiance, mais aussi par la possibilité du secret. La tyrannie de la transparence est quelque chose qui détruit l'intimité de l'être, qui le dessèche. Vous savez, et je terminerai là-dessus, l'intuition que j'ai,
Pour ce qu'elle vaut, c'est mes boussoles, tout simplement mes boussoles. C'est qu'un sujet qui dit « Pourquoi tu t'occupes de moi puisque je suis mort ?» Un sujet qui se coalise comme ça à la mort, et au cadavre. Ce sujet, il est nanti d'un savoir. Je sais que je suis mort. Ce savoir, beaucoup ont pu disserter dessus, en particulier Hegel, puisque c'est une formule du savoir absolu. Je sais que je suis mort. Le savoir absolu que présente le spectre d'Hamlet. Et je sais que je suis mort, tu dois me venger. Ça, Jones, il avait loupé le truc. Qu'est-ce qui fait que Hamlet, qui n'a pas froid aux yeux, est comme tétanisé? C'est pas parce qu'il voit son papa, uniquement. C'est pas uniquement parce qu'il voit son papa. C'est parce qu'il est en prise avec un sujet qui est dans le savoir absolu. Je sais que je suis mort. Et moi, je ne confonds pas. Personne ne songerait le faire, je pense bien. Je donne mes boussoles, c'est tout, mes boussoles. Moi, je ne peux pas confondre le savoir absolu et le savoir inconscient. Ce n'est pas la même chose. Quand quelqu'un a touché ce savoir absolu, il a besoin de border ce savoir, d'en faire un petit secret. Un petit secret. Voilà. Mais on va pas demander d'associer. Pas demander à Ballan, mais tu dis que tu es mort, mais associe, qu'est-ce que ça veut dire être mort, etc. Non. Non. Je vois que des figures comme celle du fantôme permettent de voiler le cadavre. Je vois que des figures comme celle de l'ange permettent de voiler le fœtus. Je vois que le sujet se sort de ce savoir absolu par l'imagination de figures qui ont un pied dans la culture et un pied dans sa propre construction, dans ce collectif de la culture au singulier qui est la possibilité pour un corps d'être autre chose que le rappel de la mort, que le rappel du cadavre. Voilà que Walter Benjamin se protégeait des catastrophes traumatiques en promenant contre son cœur un ange que lui avait dessiné Paul Klee. Et voilà enfin que, appelant au devenir la battue du corps de Ballan, appelant au devenir la sidération de cette patiente mère, eh bien, voilà que dans un ravissement peut-être esthétique, les figures les plus réelles et les moins dialectisables du corps mort se transfigurent en ange, en fantôme, en quelque chose qui a du souffle et avec quoi on peut mesurer des distances, avec quoi on peut avoir des formules de conjuration et avec quoi on peut avoir des rituels d'appel. C'est cela peut-être qui permet au sujet de parler de là où il est sans le savoir, c'est-à-dire de son rapport au savoir inconscient, une fois qu'il a pu border le savoir absolu. Ne confondons pas les deux choses. Le savoir absolu du sujet qui sait qu'il est mort et le savoir inconscient qui érotise le vivant avec tous les embarras de cette érotisation qui en ont refoulement, mais qui ont surtout un aspect dynamique et transférentiel et transférant et transférable. Voilà les quelques petits commentaires où j'en suis dans mon travail, parce qu'évidemment, ça m'encombre le traumatisme de ces gosses. Donc voilà quelques notations en passant. Et je remercie beaucoup Jalil Benani de m'avoir permis de vous en dire un petit mot. Voilà, j'ai terminé. Enfin, j'ai Merci. terminé à causer ensemble. Merci beaucoup, Olivier. C'est une intervention très riche, très dense, dans laquelle, comme je disais en introduction, on voit bien le clinicien et l'anthropologue. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, si on reprend la notion de répétition, évidemment, la répétition depuis Freud, on sait qu'elle est liée à une contrainte. Et comme tu l'as dit, le sujet répète hein, dans le rêve ou dans l'hallucination, évidemment, la question traumatique. Bon, ce qui m'a frappé, c'est que justement, si le traumatisme, si le trauma hein, est une confusion et c'est le réel, comme dit Lacan, il y a quelque chose où on sent très bien que justement tu aides, enfin, si Claude Boukovza t'a appelé, enfin, elle a sûrement bien fait,
Parce qu'on voit Ah bien, ça oui. on voit bien comment, justement, tu n'interviens pas d'une façon culturaliste tout en ayant un bagage culturel. Ça, c'est très important. Je veux dire, le bagage culturel, il faut le situer dans le symbolique. C'est pas parce que dans telle tribu ou telle contrée, voilà, on se protège de telle ou telle façon contre la mort ou on répète évidemment ce qui a traumatisé qu'on va juste évoquer des conduites. Non, c'est vraiment le fait que tu fasses parler la personne que tu écoutes en lui disant, mais qu'est-ce que c'est cette voix, évidemment. Bon, c'est pas juste associé. Voilà. Il y a quelque chose où on sent très, très bien que tu relis cette question du réel. Enfin, bon, que Lacan, évidemment, Lacan a repris cette notion de répétition pour ceux qui ne le savent pas et pour rappeler à ceux qui le savent. Donc, il a rappelé à travers des catégories d'Aristote, évidemment, l'automaton et la tuquée. L'automaton se situe dans le langage et c'est en rapport avec le langage parce qu'on est des êtres de langage, on est structuré dans le langage, on répète des choses. Le trauma, c'est quelque chose de subi, donc qui n'est pas justement dans l'articulation. Il est subi, il n'est pas attendu. Voilà, c'est la surprise ou la confusion ou le rêve. Et donc, tes interventions, justement, ne sont pas dans un registre orthodoxe, heureusement, dites-moi à quoi ça vous fait penser, mais où évidemment tu es intervenant. Et justement, ça, c'est une des sorties. Cette façon d'intervenir, c'est une des sorties du traumatisme. Bon, donc il y aurait vraiment des questions, et tu peux peut-être les développer, mais c'est pour ouvrir un peu, c'est pour ouvrir la discussion, des questions autour de la question du symbolique pris dans la culture. C'est très, très important, ça. Voilà, écoutez, bon, si tu veux réagir un petit peu, sinon, voilà, la parole La est parole circule. Oui. Oui, tu veux en dire quelques mots là? Tu veux que je réponde à ce que tu as dit, Non, ça? ou que tu répondes, ou que oui, voilà, que tu Oui, réagis. oui, non, mais d'abord, je te remercie beaucoup de tes commentaires éclairants. Euh, c'est toujours un plaisir de bosser avec toi. C'est toujours une pensée qui fait son chemin, quoi. Avec toi, c'est bien. Écoute, sur la question du culturalisme, euh, c'est une question qu'on tu as bien compris, tu l'as dit tellement clairement, qu'on ne peut pas régler comme ça, du coup de cuillère à peau, quoi. Euh, alors je vais être un peu schématique et peut-être un peu tranchant. Bon. Euh, je ferai une différence qui est académique. Ça ne divise pas ça ne distribue pas mes copains anthropologues en deux tribus différentes, entre l'ethnographie et l'anthropologie. Bon. L'ethnographie suppose une description de sociétés stables dont on se demande assez vainement aujourd'hui où les trouver. Bon. Euh, lorsque Georges Devreux a fondé son ethnopsychiatrie, qui n'est pas une anthropopsychiatrie, il avait encore cette idée assez généreuse, mais peut-être pas très convaincante, au fond, que si l'on avait à disposition des modèles de conduite et d'inconduite, on saurait comment faire. Or, ce qu'avait démontré, du reste, il n'est pas là, mais mon copain qui est en Tunisie, c'est dommage qu'on perde le contact, qui est Khalif Arzala, dans une des rares thèses qu'a dirigé Georges Devreux, pardon, c'est que de nouveaux modèles d'inconduite, par exemple en Tunisie, qu'il appelait lui avec un petit côté un peu moraliste, qui ne pas vraiment, la délinquance sexuelle des jeunes filles. Mais c'était à la mode, hein, Toby Nathan à peu près la même expression. Et puis la sinistrose, c'est la sinistrose qu'on s'est rencontrés, comme moi c'est pas très olé olé, c'était des modèles d'inconduite qui allaient arriver dans la société tunisienne, prédisait-il. Je ne pense pas qu'il ait eu complètement tort.
Mais dans le même temps, quand Devreux parlait d'un modèle général de la culture, un peu compliqué pour lui, parce qu'il identifiait un peu trop la culture avec les mécanismes de défense du moi dans l'héritage de Ralph Linton, il avait cette idée qu'on trouve dans le mouvement anthropologique de Bastian, Bastian qui est le précurseur de Gedanreich, jusqu'à Binswanger, d'une anthropologie essentielle. C'est-à-dire, quel est le bâti anthropologique commun à tous les hommes? Ce n'est pas simplement une histoire d'invariants. Parce que ce que nous avons en commun, c'est un manque, c'est une incomplétude, et ce n'est pas des invariants structurés comme ça. Y compris la prédiction de l'inceste, une fois qu'on a fait un invariant, on n'a pas dit grand-chose. Là, il faut voir un peu plus loin que ça. Bon. Bah, d'un autre côté, ce que je déplore parfois chez certains amis anthropologues véhéments, c'est qu'ils prennent au sérieux tous les slogans postmodernes. Voilà. Slogan postmoderne disant qu'il n'y a plus de différence des sexes, alors c'est pris au sérieux comme ce qui organise en quelque sorte la circulation du désir entre les êtres humains. C'est pas si simple. Donc le travail scientifique, c'est de ne pas se confondre avec les slogans postmodernes, quitte à passer pour un ringard, parce que l'obsession d'être ringard ou pas n'a rien à voir avec la rigueur scientifique. Alors, en ce qui concerne si tu veux, mon rapport à la culture, moi je suis dans le sillage, le vieux sillage de Bastian, hein, c'est-à-dire ce type grand prof, voilà, qui se laisse enseigner par des chamans, par des guérisseurs. À un moment, du reste, où lui-même ne va pas très bien. C'est quand on ne va pas très bien en territoire inconnu qu'on apprend le plus de trucs. C'est pas quand on est content, qu'on va faire des bonnes notes. On lisait le journal de Malinowski, par exemple. Alors, il fallait voir Bastian avec son guérisseur extraordinaire, je crois des îles lointaines, quand même, comment vous dire ça, l'homme des honneurs académiques, voilà, tendre la main à l'homme des artifices ancestraux. Et là, il y a une vraie rencontre. Alors, sur quoi elles se font, cette vraie rencontre? Pas tellement parce qu'ils vont dire dans ma culture, on cultive les plantes comme ci ou comme ça, on peut le faire, c'est tout à fait intéressant, tous les mythes sur les plantes, sur le tabac, vous avez tous les mythes chez les Vistons, c'est passionnant. Mais parce qu'au fond, ils se demandent si, où que ce soit sur Terre, les hommes n'auraient pas toujours les mêmes peurs. Qu'est-ce qui fait vraiment peur? Donc, je pense que là, on a une anthropologie qui va partir, non pas de l'émotion au sens du parfumage esthétique, sympathique de notre vie quotidienne, mais qu'est-ce qui nous déprime, qu'est-ce qui nous angoisse, qu'est-ce qui nous fait peur, et finalement la question kantienne. En quoi je crois, qu'est-ce que j'espère, que m'est-il possible d'espérer, qu'est-ce que je crains. Bon, alors après, évidemment qu'il faut mieux pas être complètement ignorant des aspects ethnographiques. Alors, de quels aspects ethnographiques nous avons besoin? D'abord, il y a ceux qui amènent le patient. Bon. Alors, à coup de chance, je connaissais des histoires de bouddhisme parce que j'ai passé beaucoup d'heures, ça veut dire que j'y connais grand-chose, étudier cette affaire de bouddhisme. Mais on ne va jamais écouter quelqu'un en se proposant comme étant le spécialiste de sa culture. Et je crains beaucoup qu'en France, le succès, moi qui me toujours déboussolé, j'avais compris pourquoi des âneries pareilles pouvaient avoir un succès, le succès d'une certaine ethnopsychiatrie récréative, mais maintenant c'est un peu de la taxidermie culturaliste, s'expliquait de cela qu'on ne voulait rien savoir de l'ethnographie dans le domaine de la psychiatrie. Alors tout d'un coup, il s'est levé un type qui était un sens assez aigu du marché, mais qui était aussi porté par un véritable intérêt pour l'autre, contrebalancé par une énorme passion pour lui-même. Je parle de Tommy Nathan. Mais il avait un vrai intérêt pour l'autre. Pas des spécimens qu'il rencontrait. Il avait cette espèce de conviction que je lui reconnais, sur quoi nous avons partagé des moments plutôt sympathiques, hein, qu'il allait être instruit par l'autre. Il en a fait un business, et malheureusement, heureusement, il était évident que c'était une psychiatre qui allait retirer le magot de l'affaire. Voilà. Mais je ne dirais pas trop de noms, je n'ai pas envie comme ça, faire le voir. Donc, pas de culturalisme, mais un accueil très, très ouvert. Je me souviens d'un colloque que j'avais fait avec Féti, avec Ben Selama, où je parlais
de ce que ça pouvait avoir eu de catastrophique chez un homme de ne pas avoir participé au rite funéraire. Et dans la salle, il y a une voix empourprée qui m'a dit « Oui, vous êtes culturaliste. » Oui, bon, allez, hop, 20 débats. J'ai été trop long. J'arrête là. Ok, merci Olivier. Je vais donner la parole à notre ami Mustapha Tajani pour voir s'il a pris des questions pendant la conférence. C'est Mustapha? Il y a des, bonsoir, il y a des remerciements, il y a des gens qui, voilà, mais qui apprécient beaucoup, mais il n'y a pas de questions. Alors bon, ça c'est en ce qui concerne les questions dans la petite boîte de conversation. Alors les questions sont ouvertes directement là, hein? Pas par Et écrit, voilà, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. mais par la voix. Allez-y. Oui, je suis Jacqueline. Olivier, tu m'entends? Un peu, parle plus fort. Tu m'entends Mais je suis pas. content que tu sois là, si tu savais. Alors, j'ai beaucoup apprécié le moment où tu as dit à cet enfant, un mort, ça ne rêve pas. Parce que là, on entre dans un autre monde. Tu m'entends pas? Non, on ne m'entend pas. Alors, Ah, c'est pas très On vous entend, audible. on vous entend. une seconde, je vais mettre. Jacqueline, c'était pas très audible, mais quand même, c'était Non, un non, peu discernable, t'inquiète pas. T'inquiète pas, continue. Voilà, c'est très facile de le mettre. Excusez-moi, j'aurais dû les mettre avant. Voilà, juste pour dire, ça va mieux comme ça? Ça va mieux comme ça? C'est parfait. Ah, voilà. Alors, j'ai beaucoup apprécié le moment, Olivier, où tu dis à cet enfant, un mort, ça ne rêve pas. Parce que là, on entre dans un autre monde. Oui. Et je pense que c'est effectivement le monde du rêve. C'est quelque chose qui, il se rend compte que tu peux avoir accès à ça. Et je crois que je pense que quand tu fais le dédoublement des voix, puisque c'est toi, tu vas bien comprendre que c'est toi, puisqu'il te le dit, hein, je pense qu'à ce moment-là, tu déconfusionnes toutes les confusions qu'il a. Je crois qu'il y a un moment où tu arrives à l'aider à libérer la confusion. Je crois que c'est quelque chose comme ça que j'ai ressenti. Et je pense qu'il y avait déjà la possibilité du rêve, mais il y a aussi la possibilité des deux voix. Et ces deux voix me paraissent très importantes parce que ça dédouble et à ce moment-là, il peut savoir de quoi il s'agit. Ça me paraît très important qu'il puisse identifier donc la confusion est défaite. Il y a une déconfusion. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, alors, il y a des éléments de ma voix. Je trouve aussi qu'il y a des éléments de mon rire, qui est assez Oui, cataclysmique. Mais à partir de cela, il peut avoir une très grande interrogation. Et ça rejoint peut-être le fond anthropologique qui dépasse la stricte borne de la compétence culturelle dans un univers donné, à savoir, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme ancestralité habitable dans ces deux voies? Ça, oui, mais bien sûr, tu as parfaitement raison. C'était un moment absolument tournant. Absolument tournant. Donc, en regardant mes notes, je vous ai dit à moitié les choses, puisque je lui ai dit exactement, on peut rêver des morts, mais les morts ne rêvent pas. voilà, ça c'est très important. Ah ben, il était scotché. Mhm. Non, la première réaction, c'était d'être saisi, mais en fait, c'est pas exact, parce que on peut être saisi par une interprétation, mais c'est pas traumatique, parce qu'il s'est senti pouvoir donner l'impression qu'il pouvait s'installer à partir de cette parole, qu'il pouvait reprendre un peu corps, un petit peu. Mhm. Je dois avec enfin bon, je fais très très attention à cela, quand je vois que la respiration est différente, je ne note pas sur un bout de papier la respiration est différente. Tu sens comment tu respires, etc. Mhm. C'est pas du tout une écoute silencieuse, ça pourrait pas marcher. Je pense pas. En fait, très fort. Très fort. Bon.
J'aime bien cette idée de libérer la confusion, justement. Hein, c'est Oui, c'est une très belle formule. intervention, justement, vis-à-vis du Merci, sujet, c'est une pas très, vis-à-vis très, de la très belle culture. formule. Voilà. Ah, merci. D'autres questions? On a encore un petit peu de temps parce que l'heure est avancée. Bah, c'est toi de mettre des horloges. Hein. Moi, je vais monter, Allez-y. je vais bien. Hein. Oui, Olivier, vous avez parlé de cette sensation que celui euh, qui écoute un traumatisé d'importance est pris dans un emballement lui-même. Et il me semble que dans la relation que vous avez pu nouer avec Ballan, c'est le fait qu'il a peut-être moins senti cet emballement et que sa parole ne pouvait pas vous faire du mal. Absolument, je crois que c'est vrai. Absolument. C'est un autre aspect, je n'ai pas parlé, qui me préoccupe beaucoup, qui est que quelqu'un qui a vécu un traumatisme très très net chez les ados, hein, ne parle pas, je dirais pas parce que c'est pas une histoire de honte seulement, c'est parce qu'il a cette idée que s'il nous dit tout d'un coup, il va se vider, donc il y a un côté un peu, c'est pas psychotique, mais psychose de l'enfant nous alerte sur cela que l'enfant peut vivre sa parole comme un organe, et s'il parle de trop d'un seul coup, c'est comme une perte d'organe. Alors, il pourrait, au fond, se vider, une espèce d'hémorragie de la parole, n'est pas sans évoquer cette hémorragie du manuscrit G dans les lettres à Fliss, une hémorragie interne mélancolique, mais deux, il pourrait nous affecter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'abord, je crois que techniquement, on peut aussi dire un jeune, je crois que les ados, c'est très important. Ce que vous avez dit, c'est très très important, mais on ne peut pas tout dire en une seule fois. Il faut y revenir. Il y a une invitation à la répétition qui est une variation qui permet de créer de nouvelles formes. Il faut y revenir. Voilà. Et je serai là. Voilà. Et aussi, si nous on est dans un emballement maniaque, tout va être dit, ça y est, on vide une poche d'abcès, ça crée chez l'autre cette contrainte à la parole qui se transforme dans une contrainte à l'aveu. Et ça, c'est très dangereux. Parce que dans les centres pour ados, dont je fais ce qu'on appelle un peu bêtement de supervision, je leur dis, ne courez pas derrière le fantasme du beau cas. Ce n'est pas le problème du beau cas, c'est le problème d'une relation qui tient le coup. Ce n'est pas le problème du beau cas. Et si vous êtes hanté par cette idée, vous avez présenté un beau cas, soit à la réunion de synthèse, soit au colloque de l'hôpital, soit je ne sais pas, vous allez peut-être courir le risque de provoquer une espèce d'hémorragie de parole qui sont comme une espèce de purge, mais de purge mutilante, mutilatoire. Quoi. Donc ça, c'est très, très important. C'est vrai qu'il faut parce qu'en donnant un second rendez-vous, en donnant un second ou un troisième rendez-vous à la parole, on lui donne du poids. Parce que ça peut vouloir dire, dans les écoutes que l'on fait sur les plateformes… En seriant les temporalités, on réorchestre l'emballement de l'espace, espace feuilleté, espace topologique, espace euclidien. Mais je me résume pas à une petite conversation aussi courte. Est-ce que pardon, est-ce que je peux intervenir? Oui. Est-ce que cet emballement n'est pas quand même le signe d'une excitation? Absolument. Et qui renvoie à l'excitation du traumatique, c'est-à-dire qu'il y a pu y avoir une excitation qui tout d'un coup, c'est parce qu'on sait bien que dans un grand traumatisme, il y a une espèce d'anesthésie brutale. Mais d'abord, il y a une grande quantité d'excitation qui n'est pas gérable, que l'appareil psychique, si j'ose dire, ne peut pas traiter, parce qu'il y a quelque chose de subi, quelque chose qui est absolument pas prévisible. Le traumatique, c'est quelque chose qui vous arrive dessus, on n'a pas le temps, on n'est pas préparé et on n'a pas les moyens de le traiter. Donc, c'est quelque chose qui peut reproduire ce moment d'excitation
et qui ensuite conduit à l'espèce d'anesthésie, peut-être l'anorexie, je ne sais pas, mais en tout cas, cette espèce de blackout qui se produit. Oui. Oui, absolument. Est-ce que Je prends des notes. Hein. deux autres Bon, questions? voilà. Tu voulais dire quelque chose, Olivier? Non, je disais que je prenais des notes. Ok. Une ou deux autres questions avant qu'on s'arrête? Sinon, bon, je crois que... Mais donne-nous des nouvelles de ce que tu fais au Maroc, de qui a eu Oui. la bonté de m'inviter. C'est toi, mais il y a quelque chose qui marche là. Il y a un groupe qui se construit. Tu peux nous en parler un peu? On Ah est ben, curieux de écoute, savoir ça. c'est une bonne idée. Ah ouais, très Voilà, bonne. voilà. Le cercle psychanalytique, c'était, disons, à la suite de, je ne veux pas dire scission, à la suite de la première rupture voilà, du mouvement psychanalytique. Et donc, on n'a pas échappé voilà, aux divisions. Mais c'était une bonne chose parce qu'au début, disons qu'on est parti on est parti sur une optique de grande diffusion. Et puis après, évidemment, la question de la psychanalyse, elle ferait un chemin. Et du coup, on a été un groupe moins nombreux, mais beaucoup plus efficace et vraiment dans la psychanalyse. Alors, en 2009, donc, nous avons créé le Cercle psychanalytique marocain. Et puis, quelques années plus tard, on a enlevé le mot marocain pour justement éviter ces questions de nationalisme, de culturalisme. C'est le cercle psychanalytique. La psychanalyse, elle est une. Et bien sûr qu'on s'intéresse à tout ce qui est culturel, à tout ce qui est la langue, parce que persuadé que nous sommes donc de l'importance des traductions et du passage dans la langue, donc de la parole du patient, et ensuite évidemment de la théorie. Donc nous sommes un groupe de fondateurs de 5 personnes, donc Mustapha Etajani, que vous avez vu, il y a aussi Monsieur Boussoni qui peut se présenter, il y a donc Monsieur Karim El-Kiran et Monsieur Hachem Tiel. Voilà, nous sommes un groupe de 5. On a eu des partenariats importants avec, bon, avec différentes institutions et notamment on a un partenariat avec les instituts français parce que justement avant la pandémie, il fallait des moyens pour inviter les gens et pour, pour les moyens de diffusion, tout ça que nous n'avions pas. Maintenant, évidemment, on a moins besoin des institutions. Voilà, on fonctionne par nous-mêmes grâce à voilà, aux nouvelles technologies. Et nous travaillons donc sur le volet principal de la question de la transmission. La transmission, à savoir comment nous sommes positionnés dans le monde et puis dans cette partie du monde qui est non seulement le monde arabe, mais il n'y a pas un monde arabe, il y a des mondes arabes. Ça ne veut rien dire le monde arabe. Voilà, pas plus qu'il n'y a une société islamique, mais disons que le Maroc a une position, alors pour résumer, faire très court, le Maroc a une position originale d'abord parce que, bon, c'est un carrefour culturel, pluriculturel, multilingue, qui se trouve à la pointe de l'Afrique et aux portes de l'Europe. C'est un pays où la psychanalyse a existé depuis les années du protectorat. Et après le départ, disons, des Français, évidemment, il y a eu un temps de silence avant que, dans les années 80, des psychanalystes marocains, des psychiatres, des psychologues, évidemment, rentrent au pays pour, disons, pas simplement introduire, mais pour transmettre la psychanalyse. Donc, nous avons eu un grand colloque, voilà, en 2006, à la demande de Mustapha Safwan, parce que Mustapha Safwan avait le désir de faire une unité des psychanalystes arabes. Et il a proposé le Maroc parce qu'il y avait un espace possible, un espace démocratique, une existence de la psychanalyse.
Bon, alors c'était, voilà, on s'est vu plusieurs fois. Il y a eu, mais avant nous, il y a eu bien sûr Beyrouth avec Adnan Hubballah, qui était donc l'élève de Mustapha Safwan. On s'est revus, beaucoup de réunions à Paris, donc évidemment, il y avait des gens d'Espace Analytique, bien sûr, qui étaient aux côtés de Mustapha Safwan, notamment Alain Vanier. Et bon, voilà. Puis, disons, l'unité n'a pas eu lieu. C'est un terme. Safwan n'était pas dupe là-dessus, d'ailleurs. Il savait que la notion d'unité, c'était justement, c'était quelque chose qui appartenait plus aux politiques, mais il espérait, bon, faire une union comme ça. Beaucoup de discussions. Bon, enfin, donc l'unité n'a pas eu lieu, voilà. Mais, disons, le désir de travail est resté avec des groupes ici et là, et avec voilà, des liens et des passages de relais. Voilà. Bon, voilà en quelques mots la situation au Maroc. Voilà. Bah, écoute, c'est très, très important pour nous d'avoir des nouvelles détaillées comme ça, de voir que les initiatives des amis donnent naissance à des dynamiques de travail et d'écoute réciproque, une écoute bienveillante et un travail exigeant. C'est une très très bonne chose. Hein. Ben, Mais ça fait longtemps que je chemine, que je suis en résonance avec ce que vous faites au Maroc. Et, vraiment, je me réjouis de l'existence du groupe que tu animes avec d'autres. Ce qui est bien pour la psychanalyse dans un pays, c'est bien pour la psychanalyse dans le monde entier, tu vois. Et là, vraiment, tu es un acteur de premier plan, Julie. Bravo. en tout cas, justement, merci beaucoup d'être là parce que c'est aussi grâce aux amis qui nous ont accompagnés depuis le début, qui ont été là, non pas dans le sens voilà, dans un sens hiérarchique de transmission d'un savoir, mais dans un sens vraiment de translinguistique, transculturalité, transcontinent, avec bien sûr des choses qu'on apprend Ne de... parle pas trop de trans, on réplique. Bah, tu as parlé, écoute, N'empêche, je ne ferai pas de mal. tu as parlé de ravissement, je peux parler de trans. Hein. Ouais, merci. Bon, en tout cas, merci.